On va commencer ce webinaire avec la présence de Monsieur Christophe Neunieux, directeur du groupement des industries françaises de l'énergie nucléaire, ou le GIFEN, Monsieur Alain Arnaud, le président de Énergie Biomasse, qui est aussi administrateur du Carrefour des acteurs sociaux, Monsieur Lionel Takoun, ancien délégué général aux affaires européennes d'EDF et contrôleur général honoraire d'électricité de France et aussi le responsable de la publication géopolitique de l'énergie, Monsieur Restier qui doit se connecter, Pardon? Monsieur Restier, Michael Restier qui doit se Oui. connecter, qui est directeur général de l'Association nationale des pôles territoriaux et des pays, et Monsieur Joël Brotier, fondateur du Centre de formation des élus locaux. Voilà, Monsieur Restier vient de se connecter. Je vais lui donner le droit de co-hôte, comme ça il pourra euh, parler et bien sûr se présenter. Un instant. Donc, Monsieur Restier, Michael, je lui donne le droit de co-hôte. C'est fait. Voilà. Et donc, comment ça se déroule, le déroulé de ce webinaire? Monsieur Broquet va présenter les actions de notre pôle énergie du Carrefour des acteurs sociaux. Ensuite, on donnera la parole à Monsieur Lionel Takoun pour une introduction au sujet. Ensuite, Monsieur Neunieux va présenter euh, ses idées. Ensuite, c'est Monsieur Alain Arnaud. Monsieur, et le dernier, ce sera Monsieur Restier. Et comme terme de parole, je vous prie de viser, bien sûr, 100 minutes. Après, on ne va pas compter si c'est plus ou moins 2, 3 minutes. Mais 100 minutes, c'est bien. Et après, on passera aux questions-réponses. Et j'invite nos participants de poser leurs questions directement dans la section de discussion associée. Monsieur Brotier, la parole est à vous. Merci Alexandrou. Vous me donner quelques minutes, je m'en tiendrai là et je ne présenterai pas les activités du pôle énergie du Carrefour des acteurs sociaux que vous dirigez, Alexandrou. Présenter les activités, ce serait très long et nos abonnés et nos contacts reçoivent régulièrement les comptes rendus. Donc, je me projette directement dans l'avenir, dans un avenir à 8 mois, puisque dans 8 mois, nous aurons les prochaines élections municipales. Ces élections municipales verront un renouvellement profond des conseils municipaux et spécifiquement des maires, et conséquemment des gouvernances, des intercommunalités, et même d'ailleurs, ces élections retentiront sur la plupart des instances locales, pôles territoriaux, pays, associations de développement, etc. Or, ces instances sont les partenaires des acteurs du développement économique et partant de la réindustrialisation dans des domaines aussi divers et complémentaires que le logement, le transport des personnes, l'aménagement foncier, les environnements culturels, sportifs, sanitaires et tant d'autres domaines qui relèvent de la compétence des collectivités locales. La vidéo issue de cette réunion touchera environ 20 000 mairies de façon à prendre date pour engager dès maintenant des actions qui se prolongeront avec les équipes nouvellement élues en 2026. Et un document, celui que nous sommes en train de fabriquer ensemble, vaut certes par son contenu, mais vaut aussi tout autant par sa diffusion. Et par exemple, je le cite au passage parce que c'est en cours, ce sera l'occasion de proposer à des élus un module que d'ailleurs, je crois, Alexandrou et Benoît qui suit l'émission, un module de formation des décideurs locaux à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Mais ce sera aussi l'occasion de renouer avec des concepts un peu oubliés que j'ai connus dans une autre vie lorsque je m'occupais de formation d'élus locaux, qui sont les héritiers des clusters, des districts italiens,
des bassins d'emploi, des bassins de services, des bassins de chalandise, et qui ont réfléchi ensemble, me semblait, sauf peut-être à la NPP, me semblait avoir un peu disparu du lexique de la vie locale. Et je m'interroge, alors que ce sont des concepts qui ont tous leur pertinence, leur historicité, et qui avaient fait plus ou moins leurs preuves. J'ajouterais, parce qu'on est, je crois, dans le sujet, les essaimages d'entreprise que nous avions accompagnés à l'époque et qui étaient une pratique qui avait permis à les politiques de retrait de site. Je, te- donc, je termine avec cet aspect un peu historique, mais peut-être que l'occasion est venue de réexhumer ce qui, dans le passé, aurait peut-être mérité d'être mieux pérennisé. Et j'en termine. Du fait des mesures liées au nouveau budget des collectivités locales, les élus locaux, qui seront élus en 2026, trouveront une situation nouvelle, tant pour eux que pour leurs services, leurs collaborateurs, les directeurs généraux des services, etc., qui eux aussi vont devoir découvrir un environnement nouveau. Il faut pour cela que les entreprises le savent, que les collectivités locales de demain ne seront plus tout à fait celles qu'ils ont connues jusqu'à maintenant, et donc que ces entreprises modulent leurs demandes en conséquence de ce changement d'environnement. Le couple entreprise-collectivité locale va devoir revoir les clauses du contrat de mariage. J'ai terminé. Merci beaucoup, Joël. Monsieur Takoun, la parole est à vous. Je vous prie 5 minutes pour présenter la situation dans le contexte des énergies et de la réindustrialisation des territoires. Merci. Bon, je ne vais pas m'étendre sur l'impact du programme nucléaire français. Je crois que le représentant du GIFEN le fera mieux que moi. Comme vous le savez, j'ai fait partie de l'état-major du programme MESMER et ensuite j'ai été responsable régional, c'est-à-dire que j'ai été responsable des constructions des premiers réacteurs à Penly et à Paluel. Et là, je vais expliquer un point que j'ai bien connu et qui me paraît assez important. Euh, un chantier, si vous voulez, comme celui de Penly, ça va être 10 000 personnes, au moins, hein. Bon, en tout cas, c'est ce que je lis. Ouais. À notre époque, nous avions pris une décision au début du programme, c'est que la moitié des gens qui travailleraient sur le chantier devraient être du coin, c'est-à-dire ne pas être obligés de déménager. Vous vous rendez compte, dans un coin comme Penly, dans lequel il n'y a pas de grande ville, l'effort que ça demande, nous avons réussi. Ça demande toute une série de mesures, des contacts avec les chambres de commerce locales, les maires, etc., etc. Et le résultat donc a été ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que la moitié des gens n'ont effectivement pas eu à déménager pour travailler. Alors ça signifiait aussi un effort sur toute la durée du chantier. C'est-à-dire que pour toute une série de, de, de métiers, lorsque la partie béton était finie, nous avions des systèmes de formation permanente pour qu'ils puissent passer aux étapes suivantes. C'est-à-dire que pour que les gens puissent être employés le plus possible pendant toute la durée du chantier. J'espère que mes successeurs vont faire pareil, hein, parce que ça a une autre conséquence. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ça diminue le nombre de gens qui arrivent de l'extérieur. Or, quand vous avez 5 000 personnes qui arrivent de l'extérieur, ça signifie toute une série de, 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 de constructions, d'équipements, etc., etc. À l'époque, il n'y avait pas, à l'époque, si vous voulez, on appelait ça le système grand chantier. Je pense que ça doit continuer. Et accueillir 5 000 personnes, ça veut dire qu'il faut créer des routes, créer des écoles. J'ai même participé à la construction d'une gendarmerie. Là aussi, si vous voulez, ça donne effectivement du travail aux gens du coin. Pour la région de Panly, je crois qu'on avait une enveloppe de 300 millions de francs
Ça doit correspondre à peu près maintenant, les choses ayant changé, à 100 ou 200 millions d'euros qui tombent donc dans le coin. C'est extrêmement important. Ouais, j'espère que ça va se faire de la façon dont on le faisait. C'est-à-dire la moitié des gens du coin, avec formation, etc. C'est donc tout un système qu'il faut faire fonctionner, hein. Bon. J'ai vu dans la presse qu'il y avait un type qui avait quelqu'un d'EDF qui était chargé de ça. Moi, je faisais ça à quart de temps. Maintenant, si vous voulez, il faut mettre plus de gens. Bon. Mais une fois que le chantier est fini, on part pas comme ça. Sinon, si vous voulez, quand on part, progressivement, on crée toute une série de chômages, hein. C'est-à-dire que on avait donc plusieurs milliers d'emplois. Et là, il y avait un autre plan qui était un plan après chantier. Et j'ai également disposé d'une certaine somme à l'époque. Et donc, j'ai été amené, si vous voulez, à aider à la création d'emplois. Je me souviens que pour Paluel, par exemple, on a créé un pôle agroalimentaire. La commune, d'ailleurs, m'a fait citoyen d'honneur après, ils doivent avoir oublié, hein. Bon. Mais donc, si vous voulez, là aussi, à l'heure actuelle, quand il y a un grand chantier comme ça, il y a toute une série de dispositifs importants pour recruter des gens, pour accueillir les gens qui doivent venir. J'ai eu des débats avec l'éducation nationale absolument ahurissants, parce que je leur disais, il faut autant d'écoles. Ah, mais on n'a pas prévu. Et je dirais, je paye. Ah oui, mais votre argent, il n'est pas prévu qu'il soit employé. Enfin, il a fallu se bagarrer avec l'éducation nationale pour ouvrir des écoles primaires, etc. Et puis, une fois parti, eh bien, il faut se débrouiller, si vous voulez, pour créer un certain nombre d'entreprises autour de ce chantier qui est terminé, afin qu'il n'y ait pas un gros de chômage qui se passe. Et là encore, si vous voulez, ça demande toute une série de mesures sur lesquelles je vais pas m'étendre, et je vais m'arrêter là sur ce point particulier. Merci beaucoup. Monsieur Nuno, vous avez la parole. Merci. Et tout d'abord, ben, merci au Carrefour des acteurs sociaux de nous avoir conviés à intervenir lors du webinaire. Donc, je suis Christophe Nugnot, le directeur de la communication externe et des relations institutionnelles du GIFEN. Donc, le GIFEN, c'est le syndicat professionnel, hein, de la filière nucléaire. C'est un organisme qui est relativement récent puisqu'il a été créé en 2018 et qui regroupe l'ensemble des entreprises de la filière nucléaire. Alors évidemment, celles que vous connaissez très bien, les exploitants nucléaires, EDF, Orano, Framatome, CEA, Andra, mais également les PME, les ETI et les TPE, puisque au total, la filière nucléaire, 75%, je dirais que 75% des entreprises, ce sont des PME et des ETI, donc des entreprises de taille intermédiaire. Avant de vous donner quelques chiffres sur la filière, ça me permettra de rebondir au propos de Monsieur Takoun. Juste un point, euh, j'aime bien le rappeler, finalement, quand on rebrosse l'histoire de la filière nucléaire en France, on peut la scinder à peu ou prou en quatre périodes. Quatre périodes de 25 ans à peu près. La dernière est celle qui commence. La première, c'est celle des pionniers, hein, donc on est à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Et bah, ce sont les premiers types de réacteurs, les premières usines du cycle, etc., qui sont lancées, on va dire, dans les années 50, 60 et jusqu'au milieu des années 70. Donc, c'est la période des pionniers. Ensuite, il y a le lancement des grands programmes, donc bah, ceux que l'on connaît encore, puisque c'est le parc nucléaire actuel, ce sont toutes les usines du cycle du combustible qui ont été construites, ces grandes usines, et puis ce programme massif. Donc c'est la période de l'équipement qui va peu ou prou du milieu des années 70 jusqu'à la fin des années 80, début des années 90. Et puis ensuite, on va avoir gérer l'exploitation. Donc l'exploitation, eh bien, c'est l'exploitation du parc nucléaire actuel, donc sur à peu près plus de 20 ans, 20-25 ans. Et donc, on entre dans la quatrième période qui est la relance. Et cette période, elle est caractérisée par un point assez je dirais, nouveau, qui est finalement de cumuler les trois périodes précédentes, puisque on va continuer d'exploiter les usines et les réacteurs actuels.
On va relancer de l'équipement avec de la construction et on peut penser plus particulièrement au programme EPR2. Et puis, on a aussi le retour des pionniers avec les nouveaux types de réacteurs, les SMR et les AMR, les petits réacteurs innovants, pour en reparler si vous le souhaitez, et puis également des développements d'autres usages du nucléaire. Donc voilà, donc c'est une période qui commence et qui est très florissante et qui va avoir un impact important. Et donc le programme nucléaire actuel qui est lancé, il faut avoir quand même conscience d'un point, c'est que d'abord, c'est un énorme programme. Il ne se résume pas aux EPR2. Hein, donc voilà, il y a certes les EPR, mais il y a pas que ça. Il y a également le programme Aval du futur d'Orano. Il y a l'extension de l'usine d'enrichissement. Il y a la poursuite du projet de ce centre de stockage CIGEO, il y a de la recherche, etc. Et donc, quand on regarde bien tout ça, c'est pour l'instant le deuxième plus important programme nucléaire au monde après le programme chinois. Alors, le point important, c'est de dire, finalement, la question, c'est comment faire pour réussir ce programme. Et la question qui a été posée au GIFEN, ça a été de dire, finalement, est-ce que vous pouvez, je dirais, caractériser les besoins, les ressources dont on dispose et les besoins qu'il y a pour réussir ce programme. Et donc, je vais vous donner quelques chiffres et on pourra en redébattre après lors des questions. Actuellement, la filière nucléaire française, donc c'est des chiffres sur lesquels on communiquera plus largement à l'automne. C'est à peu près 2000 entreprises. Hein, donc voilà. C'est peu ou prou 250 000 emplois. Hein, donc voilà, ce sont des chiffres nouveaux par rapport aux chiffres que vous avez vu passer. C'est 7 milliards d'exports, sans compter l'électricité. Hein, donc on met de côté l'électricité parce que l'export d'électricité varie d'une année sur l'autre. Et donc avec près de 40% des entreprises de la filière qui travaille à l'export. Hein, donc, pour vous donner un ordre d'idée, une comparaison, donc 40% dans la filière nucléaire, à peu près 9% en général dans les filières industrielles. Et puis, c'est également 30 milliards de valeur ajoutée, c'est-à-dire de richesse qui est créée par an. Donc voilà. Mais avec des entreprises dont le chiffre d'affaires finalement n'est pas majoritairement nucléaire. Hein. Je reviens, il y a les grands, hein, ceux que l'on connaît, puis il y a toute la série d'entreprises qui travaillent pour le nucléaire. Et en moyenne, pour ces entreprises de taille plus réduite, c'est à peu près 20% du chiffre d'affaires qu'elles font dans le nucléaire. Et ces entreprises, elles sont disséminées sur l'ensemble du territoire. Hein. Donc voilà, c'est une filière qui est présente, je dirais, dans toutes les régions, dans tous les territoires. Et je vais terminer juste par un point pour respecter le contrat qui avait été fixé des 5 minutes. Donc, comment on se projette sur les besoins à venir? Alors, je dirais, on recueille des données de la part des exploitants sur leur plan de charge, on transforme ça, on travaille sur comment ça va se traduire en termes je dirais, de besoins en équivalent temps plein, c'est-à-dire de personnes à recruter. Donc, le surplus d'activité dans les 10 ans à venir pour la filière nucléaire par rapport à ce qu'il est actuellement, il est à peu près estimé à 25%, entre 25 et 30%, je dirais, de surplus d'activité. Et donc, ça se traduira par peu ou prou le recrutement de 100 000 personnes sur les 10 ans à venir, c'est-à-dire, je dirais, si on fait une moyenne, alors ça sera pas aussi clinique que ça, mais c'est à peu près 10 000 personnes par an. La moitié, je dirais, pour je dirais, remplacer les personnes qui vont quitter la filière, retraite, je dirais, changement d'activité, etc. Et puis l'autre moitié en surplus d'activité. Donc en synthétisant, vous avez une filière nucléaire française qui est complète, une des seules au monde, hein, donc qui est complète, et une filière qui a devant elle un grand programme qui va nécessiter, je dirais, qui va développer son activité et qui va nécessiter de recruter des personnes. Merci beaucoup. Je passe maintenant la parole à Monsieur Alan Arnaud. Merci, Alexandrou. Je vais profiter donc pour expliquer l'intérêt de la biomasse énergie pour le développement des territoires, ce qui est le sujet principal. Et on comprend bien que le nucléaire en fait grandement partie. Je vais sortir un petit exposé de 5 slides, si je peux le trouver.
Si c'est partagé, c'est un bouton vert sur sur la barre en bas. Je le vois, mais je ne trouve pas le... On va le trouver. On voit votre écran, c'est bien. disparu. Seulement si vous pouvez trouver votre présentation. Il semble qu'elle a été fermée quelque part, on ne la voit plus. C'est ça, c'est ce que je vois. Ça a été fermé. Voilà. Voilà, Vous le voyez? tout à fait. Oui, Voilà. Donc, le but de cette présentation, c'est de participer à ce que souvent on ne comprend pas dans la production d'énergie biomasse, c'est tout son intérêt pour le développement et le maintien de populations dans les territoires ruraux. Euh, il y a un constat, enfin plusieurs constats qu'on peut faire quand on regarde l'état de nos territoires ruraux. Le premier, et cette courbe est très éloquente, c'est de voir à quel point les populations se sont croisées entre au 19e siècle, 70% ou 75%, c'est la courbe bleue, étaient dans les territoires ruraux, donc une France paysanne. Et on est complètement inversé aujourd'hui. Il nous reste 20% sans doute de population dans les territoires ruraux, ce qui amène évidemment une désertification. Et cette désertification que tout le monde comprend quand il va dans les campagnes, c'est plus d'hôpitaux, plus de médecins, plus de gendarmerie, plus de services d'une façon générale et une population vieillissante. C'est le premier constat. Le deuxième, et qui concerne la biomasse énergie en France, c'est beaucoup d'espaces forestiers qui sont mal gérés, sous-exploités, qui vieillissent et qui sont donc de plus en plus vulnérables par rapport aux incendies, au stress hydrique, donc le réchauffement climatique bien sûr, et par conséquent aux maladies parce que les arbres affaiblis sont plus sensibles aux invasions d'insectes et à autres types de mortalité. Et enfin, un autre phénomène qu'il va falloir vraiment développer, c'est l'agroforesterie, qui est un sujet aussi pour la biomasse énergie, parce que nos sols ont été épuisés, ils ont été cultivés pendant des siècles, avec de plus en plus de produits pour les maintenir, et le seul moyen maintenant, c'est de remettre des arbres, ce qui était le cas autrefois, parce que ces sols ont été constitués grâce aux forêts autrefois couvertes de toute la France. Alors, la biomasse énergie, qu'est-ce qu'elle peut faire là-dedans? J'ai fait un rapport pour l'Assemblée nationale il y a quelques années, en 2013, à la demande d'un député de Gardanne. On a en tout cas 35 millions de mètres cubes de bois par an qu'on peut récolter en forêt sans compromettre les objectifs principaux de la forêt, donc de son maintien et de sa durabilité. C'est environ 3500 mégawatts, c'est-à-dire l'équivalent de 2 centrales nucléaires. Quand on aura fait ça, on aura un marché équilibré et on n'ira pas au-delà, parce qu'au-delà, on compromettrait les grands équilibres qui sont nécessaires à notre industrie du bois ou à l'industrie papetière ou panoteur. Donc ça, c'est le maximum que l'on pourrait faire, mais c'est pas mal, 3500 mégawatts. Et on pourrait très bien faire un plan à 10 ans, c'est-à-dire 350 mégawatts par an, évidemment avec des petites centrales dans les territoires, mais ce plan permettrait de faire 14 milliards d'investissements industriels, 50 000 emplois directs et indirects, mais surtout non délocalisables. Pour le coup, là, on n'a pas besoin de recréer d'autres emplois, ils sont pérennes. C'est 2 milliards de richesses territoriales directes, parce que c'est la biomasse qu'on achète. Cette biomasse, elle est produite localement, donc c'est de la richesse locale. Les impacts positifs, c'est le fait que la biomasse, c'est une énergie en base, donc 8 000 heures par an, 365 jours par an, 24 heures sur 24. Donc il n'y a pas, comme le solaire ou l'éolien, de risque de délestage. Et puis, c'est un soutien à la sylviculture, donc à la gestion des forêts, dont j'ai parlé plus haut, qui sont en retard de gestion sylvicole.
et qui permet de garder des rôles de protection, en montagne en particulier, mais même pour la rétention d'eau, en production pour nos bois d'œuvre pour le sillage, et puis en récréation pour les populations qui se promènent en forêt ou qui chassent. Quelles conséquences pour un budget de l'État et des collectivités? Conséquences positives, 50 000 chômeurs en moins, c'est 700 millions d'euros par an pour l'État qui ne dépensera pas. La TVA qui est récoltée, c'est 420 millions d'euros par an, et sur les 20 ans de production de la centrale, c'est 8,4 milliards. C'est 110 000 personnes installées dans les territoires, parce qu'on compte en moyenne en France 2,2 personnes par famille, qui dépense 28 000 euros par an, c'est une moyenne, et donc les 50 000 personnes, ça vous fait 1,4 milliard de dépenser dans les territoires tous les ans. Et c'est 28 milliards sur la période, si on compte que la centrale dure 20 ans. Enfin, c'est une baisse du risque des incendies. On sait, il y a des études qui ont été faites là-dessus, que 80% des risques incendies sont limités si on a des bûcherons en forêt ou des bergers, ou les deux. Et ça, pour nos 35 millions de mètres cubes ou nos 3 500 mégawatts, il nous faudrait 700 000 hectares à parcourir par an. Eh bien, ces 700 000 hectares, ils auraient beaucoup moins de risques d'incendie. Et fortement. Je suis auvergnat et j'ai vécu ces risques d'incendie. J'étais paysan et les risques d'incendie, c'était les chemins de fer qui mettaient le feu systématiquement parce que les freins chauffaient et qu'il y avait toujours des étincelles ou des aciers brûlants qui sautaient et ça n'a jamais créé des grands incendies. Toujours a été arrêté par les paysans ou les bûcherons. Et je rappelle aussi que les coûts d'incendie en France en 2003, c'est 180 millions d'euros. Donc tout ça pour dire que tout cumulé, la biomasse énergie, c'est non seulement une énergie durable, carbone neutre, c'est une énergie qui est moins chère que les autres si on veut bien déduire tous les effets positifs qui sont chiffrés et qu'on ne regarde jamais. On a toujours tendance à regarder le coût du mixte énergétique et comparer avec d'autres énergies alors qu'il faudrait déduire tous les effets positifs pour l'État ou les territoires. Quelques idées reçues sur lesquelles il faut quand même combattre, contre lesquelles il faut combattre. On dit souvent que ramasser la biomasse, ça appauvrit les sols, mais on oublie que le bois d'œuvre en France, donc les arbres sont récoltés à 70, 100 ans, et chaque année, les aiguilles tombent ou les feuilles, c'est en France 65 millions de tonnes sèches, donc c'est le double en tonnes vertes qui tombent de feuilles dans les sols forestiers français sur les 18 millions d'hectares de forêt. Donc c'est ça qui permet la construction des sols. On doit aussi comprendre une chose, c'est qu'évidemment, on privilégie la cogénération, mais on a un gros problème dans les zones de montagne, c'est qu'on a beaucoup de forêts, on n'a pas d'industrie, et donc on ne peut pas faire de cogénération. Et souvent, quand on est loin des zones industrielles, prenons l'Auvergne pour prendre cet exemple qui me tient à cœur, de la Picardie où il y a beaucoup d'industrie, eh bien, on a une distance de transport telle que les approvisionnements ne sont pas acceptés. Donc, il faut trouver à faire aussi que de l'énergie électrique dans les zones de montagne. Pour moi, il faut les prioriser. Enfin, bien comprendre que l'empreinte CO2 de la biomasse, c'est neutre. C'est neutre parce que la quantité de CO2, exactement le nombre de carbone qui sont évacués par la combustion, c'est exactement la même quantité que la photosynthèse fait pour constituer le carbone des arbres. À quelque chose près, c'est la logistique, parce qu'il faut un peu de camions, il faut un peu de tracteurs. Et donc, quand on compare les CO2 équivalents, on a 30 grammes pour la biomasse, on a 250 pour le gaz, on a 300 pour le fuel, 400 pour le charbon. Évidemment, le nucléaire rentre pas là-dedans. Et une dernière chose, c'est qu'on développe de plus en plus la technique de la gazéification. Et là, la gazéification permet d'avoir du charbon de bois. On appelle ça aujourd'hui du biochar, c'est plus joli. Et ce charbon de bois, on l'intègre dans le sol parce qu'il a l'avantage d'avoir beaucoup de porosité microscopique. Donc, ça augmente la capacité de rétention en eau des sols, la capacité de rétention en micro-organismes, développement des micro-organismes, et on arrive à développer d'une façon très naturelle la fertilité des sols grâce à ce captage de carbone. Donc on devient là, pour le coup, carbone neutre.
Une dernière explication, on a travaillé beaucoup, je fais pas mal de conférences quand j'étais à la stratégie biomasse pour le monde du groupe Veolia, notamment des conférences à la FAO à Rome. Quelle est la part de la biomasse dans le monde? La dernière, enfin, toutes les projections qu'on a pu faire, on a beaucoup travaillé là-dessus, ça serait 12 à 18% de l'énergie primaire du monde. Bon, ça dépend de ce que va prévoir les hypothèses de consommation et de demande d'électricité. L'Agence internationale de l'énergie fait des projections et on se cale dessus et on arrive à cette moyenne. Mais 12%, c'est 6 milliards de tonnes de biomasse. Et dans nos calculs, c'est 50% de sous-produits agricoles, essentiellement dans l'hémisphère sud, donc les zones plutôt tropicales, équatoriales, où là, on se refuse de prendre du bois des forêts primaires ou secondaires. Et dans l'hémisphère nord, c'est plutôt du bois forestier ou du bois au sens large d'arbres. Donc la biomasse, ça ne sera jamais l'énergie du futur, mais c'est un complément extrêmement important pour la gestion des territoires, pour l'équilibre, que ce soit chez nous, essentiellement, c'est le but de cette réunion, mais aussi, et je travaille beaucoup là-dessus, en Afrique notamment, dans les pays en émergence, c'est le seul moyen d'avoir une énergie dans les territoires loin et de pouvoir avoir un peu d'industrie et des hôpitaux. Voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup. Et Monsieur Risquier, la parole est à vous. Bonsoir à tous, merci. J'en profite, petit clin d'œil à Christophe et Alain. Vous avez des questions dans le chat pour y répondre. Donc bonjour à tous, merci Joël. Je salue aussi Brigitte que j'ai vu qui était autour de l'écran. Donc Michael Restier, je suis directeur de l'ANPP qui est l'Association nationale des pôles territoriaux et des pays. Et merci à Monsieur Arnaud qui a fait une transition parfaite en fait sur la déclinaison et la territorialisation de la politique de réindustrialisation. Alors peut-être avant de vous parler de ça, en fait, donc l'ANPP, donc c'est l'Association nationale des pôles territoriaux et des pays, pôles territoriaux des pays qui sont en fait une maille territoriale qui regroupe en moyenne 3 à 4 EPCI qui se regroupent sur la base d'un projet de territoire, donc à horizon 20-30 ans, sur comment on coordonne les politiques publiques en fait pour tendre vers les objectifs inscrits dans ce projet de territoire. Donc la commande du Carrefour en fait était de parler un petit peu de la réindustrialisation en territoire rural. Donc du coup pour nous, excusez-moi, cette réindustrialisation en fait voilà, c'est comme une perspective en fait pour renforcer l'économie locale qui est une des missions de nos adhérents, donc d'animer le tissu économique local pour réduire les inégalités territoriales et favoriser une production plus durable et résiliente. Dans ce contexte, en fait, on a eu en fait depuis 2018 un dispositif qui s'appelle Territoire d'industrie qui a été lancé par l'ANCT et d'autres dispositifs aussi avec France Relance et des financements européens, notamment le FEDER, en fait, qui apporte un accompagnement financier aux entreprises qui souhaitent justement s'implanter en milieu rural. Pour nous, en fait, la réindustrialisation, elle ne peut se faire en fait qu'à plusieurs conditions. Donc du coup, qui est en fait, on pourrait dire une réindustrialisation en fait réussie. En premier lieu, il s'agirait en fait d'adapter la formation initiale aux métiers de demain, donc pour les jeunes, et d'accompagner la reconversion professionnelle des moins jeunes, dans le souci de disposer de salariés compétents, aptes à répondre en fait à ces nouveaux besoins industriels. Derrière cela aussi, il y a une question en fait en termes de rémunération, avec une attractivité des salaires bien plus importante en milieu urbain qu'en milieu rural. Et donc aussi, il y a une politique en fait sur ce point-là à mener. Et en fait, nos territoires accompagnent en fait les entreprises sur le sujet. En second lieu, en fait, il sera nécessaire en fait, d'installer une gouvernance concertée entreprises élus et en fait à renforcer ce lien entre les entreprises et les élus dont on s'est aperçu qu'il y avait une connexion qui était un peu irrégulière, on va dire, et que l'industrie, en fait, donc on doit insuffler, en tout cas,
une démarche de responsabilité territoriale de l'entreprise et qu'en fait, voilà, l'activité de l'entreprise en fait, et de l'industrie a un impact sur le territoire et que le territoire ne peut pas faire sans l'industrie. Donc, il y a aussi un peu changé à faire évoluer un peu le logiciel tel qu'on l'a connu avant. Mais c'est aussi relier en fait comment dire, ces entreprises avec les pôles universitaires et de recherche. C'est quelque chose aussi on a tendance un petit peu à délaisser, mais on ne peut pas avoir une politique de réindustrialisation sans concertation affirmée, continue, régulière. Et un autre point, c'est sans ingénierie. On oublie souvent cela, en fait, l'ingénierie du développement local, une ingénierie publique de projet qui est là pour accompagner d'une manière fine, en fait, l'ensemble des industriels sur leur réimplantation sur le territoire ou le maintien d'activité. Et sans ingénierie, en fait, il n'y a pas possibilité, en tout cas, d'une politique de réindustrialisation harmonieuse. Et enfin, en fait, à bien faire comprendre en fait aux élus aussi que la réindustrialisation est un projet économique, mais aussi politique, et qu'il doit faire l'objet de consensus. Et donc, encore une fois, je le répète, c'est en fait à changer un peu le logiciel qu'on avait jusqu'à présent de l'entreprise qui arrive. À cela s'ajoutent plusieurs choses, évidemment. En fait, donc là, il y a une question sur la question de l'eau, il y a une question sur la question de la qualité de l'air, la question du ZAN. En fait, je pense qu'il faille voilà, faire évoluer les mentalités. J'avais pris un exemple, en fait, sur territoire d'industrie, je pourrais vous le faire suivre, en fait, sur celui du Perche. Le Perche d'Eure-et-Loire, donc en Eure-et-Loire, autour de Nogent-le-Rotrou, en fait, qui a apporté, en fait, un dispositif territoire d'industrie, et ça a permis de reprendre langue, justement ce que l'on évoquait, entre enfin, l'entreprise, l'industrie, avec les élus, mais également avec la société civile, notamment via le conseil de développement. Et donc, c'est d'insérer pleinement en fait l'activité en fait dans le déploiement et le développement équilibré du territoire. Donc en fait, oui, c'est possible et évidemment opportun de conjuguer industrie et ruralité, mais qui repose sur plusieurs piliers, je vous l'ai dit, donc du coup la concertation, la formation, une politique en termes de rémunération adaptée, volonté politique, l'innovation et bien évidemment le respect des transitions écologiques, notamment écologiques. Euh, voilà très rapidement sur une approche plus territorialisée en tout cas des propos qui ont été tenus par les prédécesseurs. Et donc, j'ai tenu les 5 minutes. Merci beaucoup. De rien beaucoup. Donc, on va passer à la section questions et réponses. Donc, j'invite les participants à poser leurs questions dans la rubrique de discussion dédiée. Je vois déjà quelques questions. Je vais prendre un ordre pour Monsieur Neumieux. Merci Oui. pour votre exposé. Comment la filière nucléaire se positionne-t-elle face aux enjeux liés au changement climatique et notamment la question de la disponibilité en eau pour les besoins de refroidissement des équipements? Alors, de toute façon, comme toutes les activités industrielles, voire comme toutes les industries économiques, il ne vous a pas échappé que le dérèglement climatique, c'est une réalité, hein. Donc, voilà. Moi, je parle plus de dérèglement que de réchauffement parce que le réchauffement, bon, ok, on nous parle souvent des températures qui augmentent, mais c'est surtout ce que l'on voit, c'est des phénomènes climatiques plus extrêmes. Toutes les activités vont être obligées de s'adapter. Donc, effectivement, alors, concernant la filière nucléaire, d'abord, je pense qu'il y a les usines du cycle d'un côté, puis les réacteurs de l'autre. Les usines du cycle ne sont pas des grosses consommatrices d'eau, hein, donc elles n'ont pas besoin dans leur process de beaucoup d'eau pour le refroidissement. Donc ça, c'est le premier point. Sur les réacteurs, je pense qu'on peut distinguer sur la disponibilité de l'eau, les réacteurs qui seront implantés en bord je dirais de mer ou d'océan, et là, il n'y aurait pas de problème de disponibilité d'eau. Hein, donc, très clairement, de ceux qui seront implantés au bord de fleuve, eh bien, donc il y a des travaux hein, qui sont menés par EDF pour voir comment réduire, je dirais. Alors, sur la consommation, là, en fait, les réacteurs sont plus des gros préleveurs d'eau que des gros consommateurs d'eau. C'est-à-dire très grande partie de l'eau qui est prélevée, je dirais, est ensuite rejetée dans la rivière. Donc, c'est de voir comment finalement prélever moins.
Donc ça, c'est des travaux qui seront menés. Et puis, bah, j'en profite pour passer un message. Alors, s'il y a des collègues d'EDF qui sont connectés, ils pourront le compléter. Hein, on entend souvent parler je dirais, d'arrêt de centrale, du fait de la chaleur, etc. Alors déjà, il y a deux points importants. Bon, les arrêts sont, je dirais, sur l'année relativement rares. Hein, donc c'est pas, ça représente, je crois, de l'ordre du pourcent, hein, donc la production d'électricité. Et puis deuxièmement, ils sont pas arrêtés pour des raisons de sûreté. Hein, donc voilà, c'est juste arrêté parce que l'eau qui doit être rejetée dans la rivière après avoir sévi au refroidissement, je dirais, de la centrale ne doit pas dépasser une certaine température qui varie suivant les cours d'eau naturellement. Et donc si l'eau rejetée dépasse cette température, eh bien donc il y a un arrêt du réacteur. Donc c'est juste pour protéger finalement l'écosystème. Hein, donc voilà, c'est pas une question de sûreté en tout cas, c'est juste une question de préservation et de protection de l'environnement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Arnaud, sur la biodiversité, d'un point de vue environnemental, nos forêts sont déjà sous-exploitées et gérées d'une manière dramatique. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire sur la biodiversité? Là, on parle de gestion forestière, hein, donc on est un peu pas dans le sujet, mais la biodiversité aujourd'hui, elle devient une nécessité par rapport au réchauffement, parce que plus des peuplements sont mélangés, meilleure est la résistance. Après, il y a plusieurs techniques sylvicoles, je dois dire, et ça ne me rajeunit pas. En 1976, j'ai lancé un mouvement avec Brice de Turckheim sur la sylviculture proche de la nature, qui est un système sylvicole qui permet de faire des coupes par bouquet et donc d'avoir une biodiversité plus grande que quand on fait des coupes rases plus importantes. Mais ça ne veut pas dire que les coupes rases sont inutiles. D'ailleurs, la nature elle-même fait des coupes rases puisque les incendies naturels sont quelque chose de connu depuis toujours. Simplement, la civilisation ne peut pas les accepter, mais on a toujours connu dans les forêts des incendies monstrueux. Et ça, c'est comme une coupe rase, quoi. Derrière, il n'y a plus rien, il faut reboiser. Donc, en fait, la sylviculture est un peu complexe. Les forestiers sont tous à disposition pour expliquer, mais il y a des essences de lumière qui ont besoin de plus de coupe rase, d'autres d'essences d'ombre qui ont besoin de protection. Donc, dans tous les cas, la biodiversité n'est pas du tout atteinte par la biomasse énergie. Ça, c'est un sujet qui n'est pas corrélé. Je voulais juste rebondir parce que je me permets, Monsieur Arnaud, c'était intéressant d'avoir nos deux présentations parce que je pense que c'est l'occasion de passer un message que vous avez fort bien passé. C'est de dire que si on veut vraiment euh, euh, passer dans une économie bas carbone, hein, donc on va dire bas carbone plutôt que décarboné, on aura besoin de toutes gérer les énergies bas carbone justement. Hein, c'est-à-dire que on aura besoin de nucléaire naturellement, on aura besoin de biomasse, on aura besoin également je dirais, de solaire, d'éolien, etc. Donc après, c'est juste les proportions à voir quelle est la meilleure proportion entre toutes. Hein, quelle est la meilleure utilisation de la biomasse, quelle est la meilleure utilisation du nucléaire et des énergies on va dire, bas carbone intermittente comme le solaire et l'éolien. Mais voilà, c'est ça le message qui est important. Également dans le développement des territoires, parce que on n'a plus tellement, on n'a plus le choix de mettre tous nos œufs dans le même panier, quoi. Donc ça, c'est un choix qu'on ne peut plus faire si on veut vraiment sortir des énergies fossiles. Hein, donc voilà. Et donc ça c'est important. Je rappelle quand même, on a signé nous récemment une tribune il y a 2 mois, je dirais, avec toutes les autres associations de promotion de l'électricité. Juste pour votre une idée, hein, donc l'importation des énergies fossiles, ça représente pour la France à peu près 180 millions d'euros par jour. Hein. Donc voilà, c'est ça la réalité. Hein. Donc c'est pas juste euh, développer ces énergies pour le climat, certes c'est important, c'est aussi pour développer de l'industrie et je dirais de l'activité dans les régions, et c'est aussi pour être plus souverain et ne plus dépendre, je dirais, d'importation de gaz ou de pétrole. Merci.
Pour Monsieur Restier, je vois déjà que vous avez donné quelques éléments de réponse. Euh, si vous voulez développer, je, je Oui, repose la question. c'est surtout de la sensibilisation en fait. Donc c'est sensibiliser l'entreprise sur son implantation en milieu rural. Il y a également en fait l'accompagnement qui est en effet en fait qui est de manière beaucoup plus fine avec cette ingénierie dédiée, spécialisée sur le sujet et avec une intégration plus forte en fait dans l'écosystème local. Et c'est plusieurs exemples. On a pris cet exemple et je réponds d'ailleurs sur la deuxième question. C'est cet accompagnement en fait qui à notre sens en fait fait la différence. Pour le pays en fait de nos gens le retrouvent, en fait c'est 518 emplois en fait qui ont été créés directement liés à l'accompagnement et via en fait ce territoire d'industrie. Alors territoire d'industrie, ça a permis de mobiliser en fait quelques fonds bien évidemment, mais c'est surtout en fait la dynamique dans laquelle s'inscrit le territoire en fait avec du gagnant-gagnant, entreprises, société civile, élus, tissu associatif qui se regroupent en fait au sein voilà, d'espaces de discussion qu'on peut appeler un conseil de développement en l'occurrence en fait pour le territoire et c'est un exemple parmi d'autres. Monsieur Arnaud veut prendre la parole. Oui, merci. Non, je voudrais dire quelque chose qui est très important que M. Tacohen a dit et qui est fondamental pour la réussite à la fois du nucléaire et de la biomasse, c'est la formation. On a, nous, un énorme besoin de bûcherons, de débardeurs, de gens dans la filière forestière qu'on ne trouve plus. Et on recrute donc en troisième. Hein. Donc, il faut relancer les maisons familiales rurales, les centres de formation professionnelle. Et évidemment, dans le nucléaire, c'est d'autres sujets, mais le sujet de la formation, si les élus pouvaient s'en emparer, c'est la seule issue pour réussir les opérations de redynamisation. Oui. Je peux rebondir sur ce sujet de la formation. Alors, évidemment, comme vous le disiez, on a le sujet également à traiter. Alors, nous, on a travaillé sur ce sujet-là. Ce qui ressort, en fait, puisque je vous donnais les chiffres de recrutement, bon, il y a un plan d'action qui est lancé, qui est piloté par l'Université des métiers du nucléaire, qui est une université virtuelle. Donc, c'est une, je dirais, une entité qui est en charge justement de tous les programmes d'attractivité. Ce qui ressort globalement, c'est qu'on aura besoin, euh, je dirais, au moins autant, voire plus de techniciens que d'ingénieurs. On a besoin d'ingénieurs, mais la problématique finalement en France, et je pense que c'est pas propre au nucléaire, c'est peut-être aussi propre pour à la biomasse, etc., puisque vous citiez, monsieur, les bûcherons, etc. C'est-à-dire que on a certes besoin de bac plus 5 ou plus, mais aussi de bac plus 2, bac plus 3, je dirais de gens de ce niveau-là. Hein, donc voilà. Et ça, c'est un vrai challenge en France parce que tous les parents ont envie que leurs enfants poussent les études, je dirais, un peu plus loin. Donc ça, c'est le premier point. Et ensuite, pour rentrer sur le marché, je dirais, dans nos entreprises, et je pense que c'est pareil dans toutes les filières, c'est-à-dire les plus grandes entreprises, peu ou prou, arrivent à recruter les besoins dont elles ont, selon leurs besoins. Hein, parce qu'elles sont connues, parce que ce sont des grandes entreprises, etc. L'objectif, c'est aussi de permettre aux plus petites, je dirais, de pouvoir recruter. C'est plus compliqué. Et donc, ça doit se traduire, et c'est également l'objectif pour le nucléaire, c'est de dire, essayons de faire les formations au plus près des besoins, au plus près du terrain, quoi. Voilà. Mhm. Mais je voudrais revenir sur les opérations après chantier, parce que ce sont exactement des opérations de réindustrialisation après la fermeture du chantier qui a employé plusieurs milliers de personnes. Et dans mes souvenirs, si vous voulez, il y avait d'abord la nécessité de créer une association d'élus locaux. Et je me souviens que je me suis appuyé donc sur cette association, et essentiellement sur deux maires, le maire de Canibarville et le maire de Saint-Valery-en-Caux. Donc nous avions en face de nous une association avec des maires qui étaient extrêmement motivés. Ensuite, nous sommes appuyés pour les formations sur sur les chambres de, de commerce, en particulier celle de Dieppe. Et là, si vous voulez, on a trouvé en face de nous des gens qui étaient vraiment de, de très bons interlocuteurs. Et on est arrivé
euh, finalement, si vous voulez, quand je suis parti, les zones de Paluel et Panly étaient vraiment des zones zéro chômage, hein. Donc, si vous voulez, euh, l'appui, c'était les maires. Vous avez toujours plusieurs maires qui sortent, qui sont extrêmement dynamiques. Il faut s'appuyer dessus. Euh, et également, si vous voulez, les ressources locales de formation. Alors, il y a des choses qui m'ont frappé. D'abord, l'éducation nationale, c'est très lent. Ça, c'est très, c'est très difficile de les mettre dans le coup. Il faut vraiment ça s'acharner. Et ensuite, si vous voulez, qui m'a frappé aussi, c'est que l'EDF avait un très grand avantage, dire que les aides que nous donnions, essentiellement des prêts, quelquefois des dons, venaient immédiatement, alors que les aides publiques en général arrivent trop tard. Et là, si vous voulez, c'est ce qu'ont apprécié les gens que bah, j'ai constaté la création d'un certain nombre d'entreprises et d'un pôle agroalimentaire, par exemple. Et ce que nous apportions, nous, ce sont des aides immédiates. Et là, si vous voulez, quand vous avez créé un emploi et que vous devez attendre un certain temps une aide publique, vraiment, ça marche pas. Alors, il y a également on avait fait tout un programme, si vous voulez, euh, également d'interrogation des gens pour savoir ce qu'ils voulaient faire. Je me souviens, si vous voulez, qu'il y a une partie de la population qu'il faut vraiment motiver parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Il y a des problèmes psychologiques et sociologiques. Bon, en tout cas, si vous voulez, que ce soit Panly ou Paluel, lorsqu'on est parti, il y avait vraiment une réindustrialisation complète. Merci. Je regarde les questions. Euh, une question sur l'ensemble du nucléaire. Il y a un programme global ADAPT. Je laisse les spécialistes à dire. Sur l'ensemble du nucléaire, il y a un programme global ADAPT. Un programme global, comment? ADAPT, Adapt. ou si la personne qui a posé Madame Farge-Vieille, si elle dispose de davantage d'informations sur ce programme, afin J'ai qu'en pas compris le programme. ADAPT, ADAPT. Je sais pas si le représentant du GIFEN sait ce que c'est. Non, mais je pense que c'est Brigitte qui a dû apporter c'est pas une question, je sais pas si Brigitte nous entend, si elle peut préciser. Donc voilà, c'est Brigitte qui travaille chez EDF. Donc voilà. Elle a le micro figé, Brigitte. Voilà, c'est ce qu'elle dit avec son bout. Oui, Voilà, si vous donc je pouvez. lui donne la Voilà, permission. voilà, il faut l'ouvrir. C'est ce qu'elle dit. Tout à fait. C'est pas une Ensuite, question, c'est une remarque. Voilà, voilà. ok. Si elle peut. Oui, bonjour. Euh, Ouais. oui, donc moi je suis la directrice des dialogues et des concertations du groupe EDF. Et en fait, c'était suite à la remarque sur comment on prend en compte les sujets d'adaptation au changement climatique. En fait, on a un programme global qui s'appelle ADAPT, donc adaptation Ah au oui. changement climatique de l'ensemble de nos installations, qu'elles soient aujourd'hui en exploitation, avec le risque, par exemple, de l'augmentation des niveaux de la mer en bord de mer, le risque de crue, le risque, enfin les risques liés à l'eau. Et donc, on travaille sur les scénarios du GIEC avec le 1,5 degré et le 4 degrés pour adapter nos installations. Par exemple, le programme EPR2 à Panly comme à Gravelines, on a mis en place des plateformes qui sont 12 mètres au-dessus du niveau de la mer, par exemple. Voilà. Et donc ça, c'est un programme qui à la fois associe des chercheurs, des praticiens des questions de développement durable, d'environnement, pour permettre l'adaptation au changement climatique.
Si mes souvenirs sont exacts, à Panly, le danger, il n'est pas pour tout de suite, hein. Non, mais à Gravelines, il est peut-être un peu plus proche. Oh, vous croyez? Eh ben, les mesures aujourd'hui sont assez flagrantes. C'est vrai ça? Oui, Mais la merde, attendez, vous savez très bien que la NASA a des mesures extrêmement précises sur oui. l'élévation Hmm. du niveau de la mer. Ça fait combien par an? Ah ben, moi, Combien je peux de- pas vous dire, je pilote C'est en pas ce millimètres. programme, C'est en mais millimètres. C'est en millimètres, madame. Là, si vous voulez, on a des données extrêmement fiables, oui. extrêmement sûres, hein, et qui sont d'ailleurs publiées. Il suffit de taper NASA climatique, je sais pas quoi, là, et on trouve tout de suite. Bon, là, si vous voulez, pour la mer, je pense on a encore quelques années devant nous, hein, y compris à Gravelines. Et à ce moment-là, on met une petite digue, hein. Par contre, sur le changement climatique, ce qui est inquiétant, c'est les réacteurs au bord des fleuves. Hmm. Et alors là, si vous voulez, c'est aussi un problème de règles. Si les Et c'est pour températures ça des... que, par exemple, sur Bugey, on a un programme expérimental pour récupérer les gouttelettes qui sont dans les aéroréfrigérants, pour utiliser ça dans le système de refroidissement, pour refroidir l'eau qui sort elle-même du refroidissement. Enfin, voilà, il y a un certain nombre d'actions qui sont conduites en ce moment sur ce sujet du réchauffement de l'eau, parce qu'effectivement, c'est bien un autre sujet pour l'avenir, dans le Je parc pense, existant et dans le parc futur. ouais. Je Mais Bord pense de que néanmoins, rivière. si vous voulez, il y a un problème lié à la réglementation. Si les températures de nos fleuves augmentent trop, est-ce qu'on va pouvoir garder les limites qui sont actuellement celles qui sont observées et qui mènent quelquefois à l'arrêt des réacteurs? Parce que, de toute façon, le Rhône, si sa température augmente trop, on ne pourra pas l'arrêter, hein. Il continuera à couler. Je pense que c'est tout à fait euh, c'est tout à fait le sens de finalement de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on était, je dirais globalement, sur et là on parle pas que du nucléaire, mais globalement sur le thème comment on peut faire pour empêcher le réchauffement, on va parler de réchauffement, alors empêcher le réchauffement, hein, comment on reste à 1,5, à 2, etc. Et je trouve que ce qu'a fait le ministère de l'Environnement depuis à peu près un an et demi, sous l'égide de l'ancien ministre, c'est de dire, bon, OK, il faut faire ça, parce que sinon on va pas se fixer un objectif, mais en même temps, il faut travailler sur on s'adapte, et vous avez eu le programme sur, par exemple, une France à plus 4 degrés. Et je pense que c'est assez sain de jouer sur les deux, de dire voilà, il faut essayer au maximum de faire que le réchauffement soit le plus bas possible, sachant qu'il faut se le dire quand même, les plus 1,5 degrés, je pense que plus personne n'y croit. Hein, donc voilà. Et en même temps, j'irais dire, bon, enfin, finalement, et si jamais on n'arrive pas à réduire le réchauffement climatique, eh bien, comment on s'adapte à une France qui serait à plus 3, plus 4, etc. Et c'est en ce sens-là qu'il faut travailler sur les deux sujets. Et moi, je pense aussi qu'il ne faut pas isoler un domaine comme les centrales nucléaires du reste. Ah Hein, ben, c'est-à-dire oui. il faut, si vous voulez, répartir de telle sorte que ce soit optimal du point de Ouais, vue général, voilà. l'adaptation. Bien Hein. sûr. Bah oui, non, mais l'adaptation, c'est pour l'ensemble de la société. D'ailleurs, elle n'est pas propre au nucléaire. Ça s'applique à l'agriculture, ça s'applique à comment on va concevoir les villes, etc. Donc tout ce qui existe existe, hein, mais tout ce qui est à venir, il faut le penser en se disant voilà, on sera peut-être dans une France qui sera à plus 3 degrés. Et c'est global. Ça n'est pas propre, voilà. Donc à l'énergie d'ailleurs. Et Vous peut-être, avez raison, monsieur là. Mais effectivement, donc, enfin, c'était pile poil il y a 2 ans, où c'était monsieur Béchu qui a effectué effectivement Oui, la première sortie en plein mois de juillet du plus oui, 4 degrés. D'ailleurs, ça lui
fallu quelques critiques à Ah l'époque. oui, 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 très forte. Mais très très fort. Mais en fait, depuis, en fait, il y a eu une totale réorientation des politiques publiques pour justement vers l'adaptation et non plus l'atténuation. Hmm. Et ça, c'est quelque chose sur lequel en fait on se bat avec l'association, on le répète après là, mais en fait on continue. Voilà, donc c'est l'adaptation maintenant. Là, on est en pleine réflexion sur l'avenir du SPRH, donc service public de rénovation de l'habitat. On est dans la même logique en fait, hein. C'est comment on fait pour se barricader et non plus pour essayer de changer la trajectoire. Vous savez, les 4 scénarios qu'on avait écoutés à l'ADEME, on est carrément sur le scénario 3 là maintenant, hein. Et c'est assumé. Et c'est voilà, aussi une réflexion qu'au niveau local, on doit avoir. Moi, je pense qu'en France, c'est l'adaptation qui doit avoir la priorité sur la diminution, hein, parce que nous sommes un pays qui est particulièrement décarboné, et ce qu'on peut faire en plus, c'est pas grand-chose, hein. Donc, on doit surtout maintenant s'adapter, parce qu'il est clair que aujourd'hui, on constate que le dérèglement climatique a tendance plutôt à s'accélérer, hein. Hmm. Oui, mais tout en poursuivant cet objectif de sortie des énergies fossiles. Hein, j'ai rien contre le gaz et le pétrole. Hein, je suis pas, j'ai jamais travaillé dans le gaz ou dans le pétrole, mais voilà. Simplement parce qu'il faut le prendre sous ces différentes, je dirais, ambitions. Hein. Il y a le climat, il y a la souveraineté, il y a le commerce extérieur, il y a la balance du commercial. Hein, donc il y a tout ça. Hein, c'est-à-dire que sortir des énergies fossiles, du gaz, du pétrole, c'est traiter tous ces problèmes-là. Hein, donc voilà, et c'est pas repasser d'une dépendance à une autre. Voilà, d'où le fait de privilégier les énergies bas carbone en général. Mm. Sortir des énergies fossiles, c'est très clair, hein. C'est l'électrification. Mm, ouais. Mm, mm, On passe, je veux dire, c'est indispensable. mm. La décarbonation passe aujourd'hui Ouais, par par l'électrification. l'augmentation de la part d'électricité. Et là, c'est pas simple, hein. Mm. Moi, j'espère que M. Fontana va faire baisser les prix pour les industriels pour que ça augmente un peu. Merci. Peut-être une dernière question pour nos intervenants. Oui, 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 Joël. ben, quel message prioritaire adresseriez-vous aux responsables locaux? Est-ce que c'est un discours de mettant l'accent sur les responsabilités qu'ils ont et du rôle qu'ils peuvent jouer? Est-ce que c'est un message de formation? Jugez-vous, puisque nos intervenants là sont plutôt des opérateurs énergétiques. Pensez-vous qu'il y a un effort énorme de formation à faire dans leur direction? Pensez-vous qu'il faut promouvoir dans les instances locales, un peu comme on a des maires adjoints, assez qualifiés d'ailleurs, c'est traditionnel, n'est-ce pas, au sport, à la culture, eh bien qu'il y aurait dans les équipes municipales des gens qui seraient en quelque sorte des petits ministres de l'énergie ou de l'économie. Vous savez, je termine avec ça. Je suis contemporain de la loi Gaston Defferre, les interventions économiques des collectivités locales. Ce qui avait fait hurler, évidemment, comme toute proposition en France, quoi qu'on fasse, un concert en disant le rôle des collectivités locales n'est pas de s'occuper d'économie. Et puis on s'est aperçu que les collectivités locales, qu'elles soient de droite ou qu'elles soient de gauche, finalement, chacun avait mis son nez parfois avec des insuccès colossaux, des faillites, enfin des trucs épouvantables, comme à Valence, si je me souviens, à Angoulême, etc. Mais malgré tout, ça avait sans doute élevé le niveau de compétence des élus locaux dans le domaine économique. Alors ma question, c'est la suivante. Pensez-vous qu'il y a un effort de la part des opérateurs économiques à faire en direction des élus pour les mettre ou les remettre à niveau? Mm. Ouais, moi, Eh si bien, j'avais un message à passer aux responsables locaux, c'est on a vraiment besoin, je dirais, d'implanter dans les territoires des usines. Alors là, je vais au-delà du nucléaire.
Qu'est-ce qui s'est passé en France dans la réindustrialisation? Monsieur Broquet, vous vous en souvenez sûrement, et enfin on s'en souvient tous. Euh, dans notre jeunesse, il y avait des usines dans les villages. Oui, Il y avait des usines dans les villages. On a perdu toutes les usines des villages. Et là, le challenge que la France a, c'est il ne faut pas perdre les usines des sous-préfectures. Parce que vous parliez tout à l'heure, Monsieur Arnaud, de désertification. Si on perd les usines des sous-préfectures, là, pour le coup, ça sera vraiment le désert. Parce qu'une usine, finalement, elle fixe. Elle fixe de l'emploi, elle fixe de la formation, elle fixe un collège, elle fixe, voilà, elle fixe des commerces, etc. Et donc, je pense que s'il y avait un message, c'est de dire, ça peut être parfois difficile pour un élu local d'accueillir une usine, mais là, ils ont un vrai rôle à jouer vis-à-vis de leurs concitoyens, en disant on en a besoin, quoi. On en a besoin parce que le développement, il passera par ça. Je prends notre industrie. On est une industrie de territoire. Hein. On va pas mettre une centrale nucléaire ou une usine de recyclage de combustible dans le 17e arrondissement. Hein. Donc voilà. Donc on est. Mais ça, c'est les grosses installations. Mais après, il y a toutes les petites installations, toutes les usines qui contribuent. Et ça, on en a besoin. On a travaillé récemment avec une personne qui s'appelle Olivier Lianzi, qui a remis un rapport sur la réindustrialisation de la France, bon, qui est en difficulté, hein, qui, il y a quelques années repartait bien la réindustrialisation, puis là on voit que ça rechute. Juste, il nous a donné deux chiffres. Il dit, bon, on va dire l'industrie représente à peu près 10% du PIB français. Ce qui d'ailleurs est à peu près la même chose aux États-Unis. Hein. On croit que les États-Unis sont un pays industrialisé, c'est pas le cas. Ce qui d'ailleurs leur pose problème. Donc 10%. Si jamais on passe à 12%, donc c'est gagner 2%, ce qui est déjà un saut important. Hein, ça voudrait dire un vrai effort de réindustrialisation. Mais à 12% d'industrie, vous réglez le problème de la balance commerciale française. À 12%, la balance commerciale française est équilibrée. Ça mérite quand même qu'on se mobilise sur le sujet et ça passe par les élus locaux parce que les usines, elles vont être dans ces territoires. Je voudrais répondre aussi à Joël Broquet concernant les maires. La plupart du temps, ils me disent, on vient nous voir pour nous proposer du solaire, on vient nous voir pour nous proposer de l'éolien, on vient nous voir pour nous proposer de la biomasse, pourquoi pas du nucléaire. C'est plus compliqué là. Mais les maires nous disent, on est incapable de décider, on n'est pas formé. Donc la première des choses, c'est peut-être d'améliorer la formation des élus sur ce que sont ces énergies et quel est l'intérêt pour leur territoire. Il y a la question de la formation, mais il y a de l'accompagnement aussi, en fait. C'est-à-dire l'ingénierie de projet qu'on trouve au niveau local. En fait, on sabre de plus en plus toutes les dotations, subventions. Donc, c'est dans l'air du temps, hein, je veux dire, en ce moment. Mais sans ingénierie d'animation au quotidien, en fait, il n'y aura pas d'implantation, pas d'accompagnement à la manière fine, en tout cas, des porteurs de projets. Et cette ingénierie est, encore une fois, indispensable. Il y a la formation la formation initiale aussi, hein, et formation continue en reconversion, mais il y a aussi le financement de l'ingénierie. Et je pense il y a un combo de ces trois considérations pour en fait à ce qui est une réindustrialisation pérenne dans nos territoires ruraux. En merci. dehors d'EDF, il m'est arrivé de travailler aussi pour des entreprises du CAC 40 et je suis tombé sur la notion de métier pénurique. Et pour moi, c'est horrible. Vous avez des métiers dans lesquels on a besoin de personnes, on a besoin énormément de gens et il n'y a pas et ils ne connaissent pas les formations correspondantes. Je me souviens des questions de, de chaudronnerie dans lesquelles il y a énormément d'emplois et, euh, et d'avoir visité un lycée ultra moderne avec des tas de machines qui n'avaient pas d'élèves. Nous avons en France un gros problème de métiers pénuriques. Nous avons un gros problème avec l'université parce qu'après Bac+2, un certain nombre de gens quittent l'université et on ne sait vraiment pas ce qu'ils deviennent. Or, ce sont des gens qui ont une certaine valeur. Et là, si vous voulez, il y a un énorme problème. Euh, nous avons des tas de métiers. J'ai eu la liste des métiers pénuriques. C'est affreux. Bon. Et
que les gens ne sachent pas, si vous voulez, que certains des lycées techniques manquent d'élèves, c'est incroyable. Il y a une, il y a une, il y a une publicité à faire dans l'ensemble du pays. C'est la formation. Nous avons des problèmes de formation et des problèmes d'ignorance euh, des, 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 des jeunes gens sur les métiers intéressants auxquels personne ne pense et qui sont vraiment une somme d'emplois et qui seraient extrêmement utiles dans les territoires. Alors juste pour vous donner quelques motifs je dirais de projection positive, hein, il y a des études qui ont été faites sur l'évolution de l'image de l'industrie qui était historiquement une très, très mauvaise image. Hein. Enfin, une image, bah, oui, mais qu'est-ce que vous voulez, pendant des décennies en France, on a dénigré l'industrie, les métiers manuels, etc. Hein, donc voilà. Bon, les campagnes qui ont été menées depuis maintenant, on va dire une dizaine d'années, puis la relance de l'alternance, hein, de l'apprentissage. Ça a quand même porté ses fruits. L'image de l'industrie est en train de se redresser. Hein, donc, l'UIMM fait pas mal d'études là-dessus. Maintenant, ça ne se traduit pas encore chez les parents par je veux que mon fils et ma fille aillent travailler dans les usines. C'est-à-dire que l'image s'améliore, mais quand on leur pose la question sur est-ce que vous proposeriez que votre fils, votre fille y aille, ils préféreraient qu'ils travaillent en dehors des usines. Donc il y a encore ce travail-là. Mais l'image, elle est en train de se redresser. Depuis quelques années, voilà, il y a eu il y a un redressement de l'image de l'industrie. Je parle de l'industrie en général, hein, je ne parle pas du nucléaire en particulier. L'image du nucléaire ayant largement remonté. Hein, donc voilà, on n'a plus de problème d'image pour le nucléaire en tout cas. Oui, mais vous savez, le nucléaire, c'est des chaudronniers, c'est des plombiers, c'est Oui, des c'est électriciens, ça, hein. ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Oui, tout C'est à rien fait. d'autre. Tout à fait. Bah oui, oui, oui. Sur les 99 métiers qu'on évalue, on en a une petite dizaine qui sont spécialisés au nucléaire. Le reste, ce sont des métiers généralistes que les gens vont pratiquer dans le domaine nucléaire, mais c'est un métier généraliste. C'est pas un Et métier qu'est-ce que, spécifique. et qu'est-ce qu'on avait comme mal à trouver des gens qui savent lire un plan? Mm, mm, Or, si vous voulez, quand vous avez des milliers de kilomètres de câbles à mm, mettre sur une centrale nucléaire, c'est un sacré problème, hein? mm. Parce que quand le câble il est mal mis, ça marche pas. Dans le contexte géopolitique, il y a une question aussi de souveraineté, d'indépendance. Et là, le fait on a de la difficulté à avoir des médicaments en France, c'est quand même assez extraordinaire parce qu'il y a de l'industrie pharmaceutique, bien évidemment, aussi. Et ça nous permettrait, je pense que ce serait plutôt à une échelle européenne même il faille réfléchir hein, sur ces sujets-là. Mais il y a cette question aussi qui se pose. Il y a un problème en Europe, c'est-à-dire que nous avons beaucoup de, nous faisons des accumulations de, de capitaux et ces capitaux vont aux États-Unis. C'est un truc connu, ça. Là, ça doit être réglé au niveau de la Commission européenne. C'est très technique, mais c'est urgent. Peut-être une dernière question, remarque. La réindustrialisation règle non seulement le problème du déficit commercial, mais aussi en partie celui du déficit public. Hausse des rentrées fiscales et sociales via davantage de richesses créées. Si, Monsieur Tapoun, vous avez quelques Si vous commentaires. voulez, depuis quelques semaines, je suis heureux et ahuri. C'est-à-dire que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait des fonds d'investissement américains qui acceptent de payer pour Sizewell. Sizewell, c'est un projet que nous avons, que l'EDF a donc en Angleterre. Hein. Et je suis heureux. Je ne comprends pas pourquoi ils se précipitent, parce que je, je, je pense que la production d'électricité va être assez chère, mais ce sont des fonds d'investissement qui vont à très long terme. Et il est bien évident que quand on construit
un engin qui va produire beaucoup d'électricité pendant 80 ans, bon, bah, ça peut être une bonne affaire. Mais qu'EDF ait réussi à diminuer sa part d'investissement dans le projet de Sizewell au point où on en est, là, je salue les responsables, hein. Autrement dit, il semble que le nucléaire puisse accueillir aujourd'hui des investissements privés. Si ça se fait à Sizewell, ça peut peut-être se faire ailleurs, hein. Mais c'est très récent et ça me réjouit. Je ne sais pas ce qu'en pense le représentant du GIFEN, On Monsieur voit Noyau. on voit une tendance globale sur la finance en général. C'est parti des États-Unis, les banques américaines sur le fait de soutenir les, euh, je dirais les projets. Et donc, on voit aussi une tendance en Europe. Hein, la BEI évolue dans sa façon d'apprécier le nucléaire. Je pense que Non, non, tout mais ça, BEI, c'est encore public, ça, hein. oui, Ce voilà. ce qui me plaît, Oui, c'est les privés. bien sûr, mais sur les privés, on voit qu'il y a une vraie tendance. Tout simplement pourquoi? Parce que le nucléaire apporte des solutions à des enjeux majeurs. Et puis, comme vous le dites, ce qui est intéressant, c'est quand des privés commencent à investir dans des outils euh, qui sont des outils de projection à long terme. C'est ça qui est intéressant. Quand je Voilà. vois quand je vois le fonds canadien énorme là, qui a remis Westinghouse sur pied, s'intéresser à Sizewell, j'en suis heureux. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Très bien. Merci encore. S'il y a des dernières remarques avant de nous quitter, sinon, nous, on va préparer la vidéo de ce webinaire qu'on va bien sûr transmettre aux participants une fois qu'il sera mis sur YouTube. Et Monsieur Arnaud, s'il est d'accord, je vais envoyer aussi sa présentation aux participants. Oui, d'accord. Merci encore et je vous souhaite une excellente soirée Merci à et vous. à Merci. bientôt. Merci. Merci. Au Merci, revoir. André. Au Merci, au revoir. revoir. Au revoir. Voilà.